Bienvenue dans La Mèche Rebelle, un podcast qui interroge les cheveux comme objet social, culturel, politique, économique, de construction du genre, de mode, de santé physique et mentale, d'affirmation de soi, d'injonction marketing, etc., etc. Quelle place occupent les cheveux dans l'existence des individus et plus largement à l'échelle sociale ? Un thème largement ignoré des sphères intellectuelles qui pourtant nous concerne toutes et tous, que ce soit à un degré plus ou moins intense, plus ou moins conscientisé, et ce, tout au long de nos vies. Pour beaucoup de personnes à travers le monde, les cheveux peuvent être source de joie, d'émancipation ou encore de frustration et de charge mentale. Ce thème, en apparence superficiel, nous permet de sonder les profondeurs de nombreux sujets. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, nous accueillons Kira. Kira a 30 ans, est d'origine gabonaise et vit à Toulouse où elle travaille dans le domaine des technologies de l'information et de la communication numérique. Bonjour Kira. Bonjour. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te décrire physiquement ? Est-ce que tu peux décrire la couleur et la texture de tes cheveux, leur longueur, la coiffure que tu arbores aujourd'hui et d'éventuels accessoires ? Alors, je suis d'origine gabonaise, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure. J'ai des cheveux texturés de type crépus et aujourd'hui la coiffure que j'arbore est celle d'un lissage ou encore d'extension que je porte. Ok. Donc, tu m'avais dit aussi, tu m'as parlé de type 4C. Alors, 4C, c'est une sorte de classification de cheveux. Et les cheveux de type 4C vont être considérés comme ceux étant les plus frisés. Et cette classification indique les cheveux qui vont des plus raides aux plus frisés. Et donc, je fais partie de la dernière catégorie de type de cheveux qui est donc appelée 4C. Ok. Donc, ça va de 1 à 4 avec les lettres ABC. C'est ça. Ok. Et quelle est ta relation à tes cheveux ? Aujourd'hui, j'ai une relation assez particulière aux cheveux puisque quand j'étais plus jeune, mes cheveux ont toujours été entretenus par ma maman ou encore par mes tantes. Autrement dit, les cheveux étaient... on faisait un shampoing, ensuite un après-shampoing, puis on faisait une sorte de coiffure protectrice que je pouvais avoir apportée pendant 2 semaines. On retirait cette coiffure protectrice pour par la suite en faire une autre. Donc j'ai toujours grandi avec le fait que quelqu'un d'autre s'occupe de mes cheveux, jusqu'à ce que j'ai pu avoir 15 ans. À ce moment, j'ai pris le pas de défriser mes cheveux, donc de changer la nature des cheveux, mais uniquement aux pointes, puisque lorsque ça repousse avec la texture naturelle. Et c'était beaucoup plus compliqué à ce moment, puisqu'il fallait un entretien ou un suivi sur lequel j'étais pas forcément très regardante. Il m'est arrivé du coup d'avoir à couper le cheveu parce que je ne me retrouvais plus, dans le sens où ça donnait onéreux aussi que d'avoir à s'en occuper, puisqu'avec un cheveu de type 4C ou encore crépus, il faut avoir la main, faut le connaître, savoir quels sont les moyens de les porter, de les hydrater, de leur donner de quoi pousser comme il se doit. Mais j'avais pas forcément la main là-dessus. Et ce n'est que depuis quelque temps que j'ai décidé de passer par une professionnelle pour réapprendre, pour me rééduquer sur comment traiter comme il se doit mes cheveux. Donc ça veut dire que jusqu'à tes 15 ans, tu n'avais pas fait de défrisage ? Non. Jusqu'à mes 15 ans... Ah non, je te dis une bêtise. Je crois même que je l'ai fait en étant jusqu'à mes 18 ans. Jusqu'à mes 18 ans, j'ai dû avoir le cheveu crépus, mais j'avais toujours quelqu'un pour avoir à le tresser. Et une fois que je les ai défrisés, parce que c'est plus lisse, c'est plus facile, rien que pour passer le peigne, tu peux faire des coiffures avec des extensions qui donneront ce que moi j'estimais ou ce qu'on estime être un meilleur rendu. Pour autant, aujourd'hui, j'ai envie de porter mes cheveux, de pouvoir de temps en temps faire d'autres types de coiffures, certes, mais d'avoir au moins l'assurance ou
d'avoir en moi la paix de pouvoir voir mes cheveux pousser, de les porter de moi-même. De pouvoir voir tes cheveux naturels. Oui, Parce que, donc, avant tes 18 ans, tu as dit qu'il y avait toujours une personne, donc souvent des femmes, exact. c'est ce que j'entends. Et moi, j'entends la notion de rituel aussi. Oui. Donc, quelque chose qu'il fallait faire régulièrement et qui prenait du temps, auquel il fallait se consacrer. En sachant que, comme je disais, ça n'était pas forcément moi qui le faisais, donc c'était une tâche qui n'était pas la mienne, et je pense que c'est aussi le fait d'avoir été indépendante sur mes cheveux sans forcément connaître la routine adaptée pour avoir à les porter, pour avoir à les hydrater, pour avoir à les faire pousser, qui me manquait certainement. Et j'ai dû laisser ou lâcher le pas. Laisser... Ouais, passer la main. Passer la main, certainement. Mais j'ai lâché prise, en fait. Lâcher prise. Ah oui, lâcher prise. prise. Pardon, Ouais. lâcher prise. C'est-à-dire qu'en te défrisant, c'est là que tu as de lâcher prise. C'est ça que tu veux dire? C'est ça. Parce qu'en me défrisant, c'était le choix de la facilité, Ouais, si on veut. exactement. Je sais qu'en le faisant, je pourrais me faire des chignons, je pourrais me faire d'autres types de coiffures qui ne nécessiteront pas forcément de passer le peigne ou de me retrouver confrontée à un cheveu qui n'est pas malléable. Mais le fait qu'il ne soit pas malléable ne provient que de ma façon de les traiter, qui n'était pas forcément adaptée. Et ça prend du temps, et ce temps, justement, je voulais pas forcément le consacrer à cette tâche-là. Ouais, c'est ça, c'est que pour le rendre malléable, ça demande beaucoup d'étapes. Et ce sont des étapes qui demandent du temps. Et aussi, j'imagine, de l'argent d'une certaine manière. Oui, Parce qu'il faut des produits. Il faut des produits. Il y en a qui vont avoir à faire usage de produits maison, qui vont faire des routines en utilisant certains produits ou en faisant usage de bains d'huile simplement. Mais je pense que dans mon cas, c'était surtout le temps que je n'ai pas forcément consacré à cela qui m'a porté préjudice, quoi, au point à devoir les couper au bout d'un moment. Pour me dire, bon, je coupe ces cheveux défrisés que j'ai pu avoir pour laisser la vraie nature, la vraie texture de mes cheveux repousser d'elle-même, et revoir comment me rééduquer sur le soin qu'il faut apporter à mes cheveux. Mais c'est-à-dire que du coup, les cheveux deviennent une préoccupation dans l'existence. Oui, le cheveu devient effectivement une préoccupation. En tout cas, pour moi, ça l'a été, puisque il me faut avoir une coiffure, dans le sens où il me faut avoir des nattes sur la tête, il me faut me sentir propre d'une certaine manière, passe par la présentation de mes cheveux. Ça peut être mes cheveux à moi sans forcément avoir d'extension, mais il me faut quelque chose qui me permettrait de me sentir à l'aise dans un premier temps moi-même, avant de me sentir à l'aise en extérieur. Oui, au contraire d'une personne avec des cheveux plus souples, plus malléables, plus lisses, qui peut faire un shampoing et sortir même sans les avoir séchés complètement sans problème. C'est juste pas envisageable en fait. Il doit y avoir certaines personnes qui le font. Pour ma part, c'est très peu envisageable que de me dire que je fais un shampoing, je mets de l'après-shampoing et je sors en le laissant sécher à l'air libre. Non, le cheveu crépus que je porte et que d'autres personnes doivent porter nécessite, à mon sens, de les sécher un minimum, puis de leur donner une forme pour pouvoir sortir. Après, chacun d'entre nous fait comme bon lui semble. Pour autant, en ce qui me concerne, il me faut lui donner une forme après tout ça, et certainement pas le faire sécher à l'air libre. Oui, ça demande beaucoup de manipulation, dans le sens vraiment manipuler. Étymologiquement, ça vient des mains. Il faut mettre la main vraiment aux cheveux. Oui, d'autant plus qu'ils vont avoir une certaine densité. Donc en plus de pas forcément être très souple, et encore une fois, les questions de mon cheveu à moi, ou du moins de mes cheveux à moi, j'ai une densité qui rend quand même le brossage assez long. Enfin, ça prend du temps. Parfois, ça peut être douloureux, mais c'est encore une fois de plus lié au traitement ou aux soins que je ne faisais pas à ce moment. Je n'avais pas les soins appropriés, quoi. Mais je trouve ça intéressant ce que tu as dit sur le fait que tu as fait le choix de ne pas consacrer du temps
à un moment donné de ta vie sur le soin aux cheveux parce que tu préférais l'investir ailleurs. Et donc, dans quelles autres activités tu as investi ce temps? Alors, je pouvais l'investir dans des activités qui consistaient à passer du temps avec des proches, par exemple. Toute autre chose, mais le cheveu, enfin, c'est long, c'est redondant, on a l'impression, et enfin, on trouve généralement plus simple que d'avoir à se faire coiffer et à rester pendant un petit moment avec, que d'avoir à se le faire soi-même. Il y a des personnes qui peuvent être passionnées par cela, ou simplement qui vont se dire qu'ils préfèrent garder des sous pour eux-mêmes et avoir à faire leurs cheveux par leurs propres mains, mais ça n'est pas quelque chose qui m'intéressait moi particulièrement. Ce n'est pas quelque chose dans lequel je voulais orienter mon énergie à ce moment. Bah, c'est vrai que surtout en tant que femme, comme on a beaucoup d'étapes, enfin ça dépend des personnes et chacun fait comme il l'entend, mais en général on a quand même plus cette tendance à passer du temps devant le miroir, dans la salle de bain, que ce soit au niveau du maquillage, de l'habillement, des ongles, des bijoux, des cheveux, et c'est vrai que c'est un temps, si on le met bout à bout, c'est un temps énorme. Et donc, pour une personne qui doit en plus consacrer, pour une femme qui doit consacrer encore plus de temps sur ses cheveux, en fait, mis bout à bout, c'est un temps énorme. Je m'y suis retrouvée à le faire et à me regarder quelques vidéos YouTube de femmes ayant potentiellement le même type de cheveux que moi. Donc, en voyant les coiffures qu'elles auraient pu faire, je me suis laissée tenter par le fait de le reproduire. Le résultat n'était clairement pas celui qui était attendu. Donc pour dire que j'ai tenté, et si je me suis retournée auprès du fait d'investir sur un professionnel pour avoir à me faire coiffer, ou encore avoir à me rééduquer sur quel est le type de cheveux que j'ai, comment il convient de l'entretenir, de l'hydrater, de le faire pousser. Et c'est pas par hasard. J'ai tenté l'expérience qui n'a pas forcément été très florissante. Concluante. Mais est-ce que du coup tu dirais que les cheveux représentent une charge mentale au quotidien ou dans l'existence? Je pense que le cheveu peut représenter une charge mentale si justement on oriente ce mental dessus. Pour quelqu'un pour qui qui ne porte pas plus d'attention à ce détail, il n'aura pas de charge mentale. Mais si c'est quelque chose qui est important pour toi et que ton mental est orienté vers cet aspect de ton physique, oui, ça représenterait une charge. Donc en ce qui me concerne moi, j'aurais tendance à dire oui, mais dans une moindre mesure. Pourquoi ? Parce que je me vois encore avoir du mal à sortir si mes cheveux ne sont pas attachés. Je me vois être parfois embêtée parce que je n'ai pas fait une coiffure que j'aurais souhaité. Donc je dirais que oui, ça peut représenter une charge, mais vraiment minime. Ça n'est pas... Oui, tu l'as intégré dans ton quotidien. Oui. Ok. À la base, je suis pas censée te parler de moi dans le podcast. Mais pour moi, encore aujourd'hui, c'est une charge mentale parce que, en fait, comme j'ai les cheveux frisés de nature, j'ai même les cheveux multitexturés, c'est-à-dire que je peux avoir les cheveux lisses par endroits, notamment si je les plaque juste après le shampoing et que je les sèche plaqués. Je peux les avoir bouclés, avoir des vraies boucles, mais je peux aussi les avoir frisés. Et donc ça fait que j'ai des cheveux très difficiles à mettre en pli. Et souvent, et depuis adolescente, j'ai choisi la facilité qui a été de me lisser les cheveux au fer avant de découvrir le lissage brésilien dans lequel je me suis lancée vraiment peut-être la première. Mais depuis adolescente, c'était une question qui me torturait presque, de me dire comment je vais sortir. S'il y avait une goutte de pluie, c'était un problème parce que ça veut dire que les cheveux vont friser. Je m'interdisais d'aller à la piscine alors que j'aimais ça parce que les cheveux allaient friser. Et c'était une charge mentale pour moi parce que je devais prévoir le moment où j'allais me les lisser. Même tous les matins, il fallait que je prenne un temps pour refaire des petites mèches. Le moment du shampoing dans ma semaine, le moment de mon lissage. Et c'est comme ça pendant des années. Et plus tard, adulte, j'ai décidé de lâcher et d'assumer mes cheveux. Mais c'était difficile parce que j'ai grandi dans les années 2000-2010 et c'était la mode des cheveux ultra lisses. Ouais. Donc forcément,
j'arrivais pas à assumer mes cheveux frisés bouclés et je suis partie très très loin là, je sais pas quel était the point à la base, mais pour dire voilà que mes cheveux représentaient une charge mentale et encore aujourd'hui je trouve ça plus facile quand je me les lisse et maintenant je me les lisse plus par injonction esthétique parce que ça je l'ai dépassé et je considère que tous les cheveux sont beaux et que les cheveux lisses ne sont pas plus beaux que les autres cheveux, mais par contre je me les lisse parce que c'est plus facile, parce que le matin je peux passer un coup de brosse et partir et ça aura duré 3 minutes. Donc ça reste le choix finalement de la facilité qui est de se lisser les cheveux. Pas forcément un choix de cœur, hein, mais un choix comme de contrainte, plus ou moins. Mais je te rejoins là-dessus. Et je pense, comme on l'a dit tout à l'heure, que la charge mentale ou la question de la charge mentale réside donc dans l'acceptation du cheveu que l'on a et dans l'acceptation du fait que ce soit, ça nous appartient. C'est notre cheveu, il faudrait s'y faire, l'aimer, pour avoir à le faire être aimé. Oui, c'est ça, mais c'est que comme on vit dans une société qui a été construite, et c'est comme ça, hein, parce que bon, en France, on pourrait débattre sur ce sujet, mais en France en tout cas, la société est quand même construite autour des cheveux lisses, puisque la majorité des gens ont les cheveux lisses. Par exemple, au Brésil, il y a beaucoup plus d'accès à des produits pour cheveux bouclés, il y a beaucoup plus de connaissances du traitement des cheveux bouclés et frisés qu'en France, par exemple. Et c'est vrai que je trouve, en fait, c'est que même si on assume, après on se retrouve confronté quand même à un vide en matière de accès à des produits faits pour les cheveux bouclés ou de techniques, enfin en tout cas moi c'est ce que je ressens, ou de coiffeurs qui connaissent les cheveux bouclés, il y en a pas beaucoup. Et d'ailleurs je voulais te demander, est-ce que toi, comme tu es venu du Gabon, à quel âge tu es venu en France ? À 20 ans. À 20 ans, est-ce que donc tu as remarqué un VS, enfin un avant-après, c'est-à-dire est-ce qu'au Gabon, tu trouvais qu'en matière de traitement des cheveux, de soins des cheveux, c'était plus simple ou t'as pas senti de différence entre la France et le Gabon ? Ah si, j'ai senti une différence, notamment, une des premières différences que j'ai senties, c'est d'ordre pécuniaire. Ah. Puisque au Gabon, il y a une facilité à trouver quelqu'un qui saurait te tresser à un prix raisonnable, si ce n'est quelqu'un de ta propre famille ou quelqu'un de ton entourage. En revanche, en France, à moins d'avoir également quelqu'un de ton entourage qui sache faire des tresses ou qui sache coiffer, il faut avoir recours à des salons de coiffure. Et qui dit salon de coiffure, dit prestation à prix plus important. Donc quand tu arrives et que tu es étudiant, ce n'est pas forcément le compte de charge vers lequel tu souhaites orienter tes sous. Ce qui fait que tu as une copine qui sait faire des tresses, qui sait placer des extensions, tu as un bon plan. Et au fur et à mesure que les choses se font et que des amis s'en vont, ou encore que ces personnes qui te tressaient ne sont plus forcément dans la même ville que toi, tu n'as plus d'autre choix que de recourir à des professionnels, puis à un moment où ça devient de plus en plus cher. Mais une des différences principales, c'est vraiment d'ordre du prix. Après, c'est ce que je note, principalement. Oui, en fait, c'est pour ça que j'évoquais le terme de charge économique, parce que bon, alors, encore une fois, j'avais pas prévu de parler de moi pour ce premier épisode, mais je pense que c'est important aussi peut-être c'est un partage. Qu'il y a un contexte et que ce soit un dialogue. Donc, ma mère, qui est colombienne, et plus exactement afro-colombienne, a les cheveux crépus, et donc je vois ma mère devoir régulièrement se faire des tresses, et ça coûte effectivement extrêmement cher. Et c'est là que j'ai réalisé qu'il y a quand même une inégalité du coup économique, parce que ça veut dire qu'il y a des personnes, selon leur type de cheveux, vont devoir dépenser plus ou moins d'argent dans des coiffures, des soins. Et déjà, j'ai pu le constater à mon échelle avec des cheveux bouclés frisés, où j'ai quand même passé pas mal de fric dans des lissages brésiliens, dans des soins parce qu'ils sont extrêmement secs et cassants, dans des coupes parce que parfois il fallait couper quand c'était trop abîmé, etc. Et je trouve que c'est important aussi qu'on en parle de ça, parce que sinon ça paraît comme si c'était magique, comme si de par magie les femmes ou les hommes qui ont les cheveux crépus de par magie étaient tressés, coiffés, etc. Alors qu'en vrai derrière il y a tout un travail et il y a un investissement économique réel qui, mis bout à bout, sur l'échelle d'une vie n'est pas des moindres. Effectivement. Après, une fois, comme on se le disait tout à l'heure, ou comme je te l'ai partagé, c'est vraiment
à mon sens, associé à quelqu'un qui souhaiterait mettre de l'énergie ou mettre un accent sur cet aspect. Puisque oui, pour reprendre l'exemple du Gabon d'où je suis originaire, on a parlé tout à l'heure de l'aspect financier, on a parlé du fait qu'il y ait pas mal de personnes qui soient qu'il soit plus facile de trouver quelqu'un qui sera en mesure de faire des coiffures ou de poser des extensions. Et aussi, on reviendra aussi sur, comme tu disais, l'aspect des produits, dans le sens où, étant un pays africain, on va effectivement avoir à trouver plus de produits en Afrique, ou du moins au Gabon. Les produits vont être plus accessibles au Gabon, et comme il y a énormément de shops qui vont en vendre, ils vont être moins chers. Et c'est un pays dans lequel la majorité de la population vont avoir... le type de cheveux va revenir fréquemment. En venant en Europe, ce sont des produits qui vont du coup être importés, ici en France. Et donc le coût, on revient à la question du coût. Ce sera plus cher, et pour peu que l'on soit quelqu'un qui n'est pas forcément ou ne veut pas forcément mettre d'accent sur son cheveu, on peut décider une fois de plus que d'avoir utilisé des produits maison, tenter de traiter ses cheveux par soi-même, ou d'avoir acheté ses produits, et là ça revient à être quelque chose de conséquent ou de rapidement cher quoi, dans le budget qu'on peut avoir. Oui, puis dans tous les cas, même si on fait les produits maison, ça reste à mon sens une charge mentale, parce qu'il faut quand même aller acheter les produits, mais c'est le temps. Exactement, revient la question du temps. C'est ça. Donc c'est presque, il faudrait encore un terme, parce que charge mentale, ça veut dire la préoccupation, l'espace que ça prend dans ta tête en termes de préoccupation, mais c'est aussi une charge temporelle, c'est-à-dire que il faut poser du temps, dédier du temps. Oui, vraiment, pour moi, il y a l'aspect financier et l'aspect du temps que ça prend. Et en ce qui me concerne, c'est plus le temps qui a été à l'origine du fait que je décide de faire usage ou de passer par la facilité qui est de défriser le cheveu à un moment donné de ma vie, ou encore à avoir recours à un professionnel. Comme aujourd'hui, du coup, est-ce que tes extensions, tu les as faites avec un professionnel ? Oui, je les ai faites avec un professionnel qui d'ailleurs, lorsque j'ai eu mon rendez-vous avec elle, était assez surprise de l'état dans lequel étaient mes cheveux, puisqu'elle m'a dit que oui, en termes de soins, c'était relativement... c'était à revoir. Et j'en étais bien consciente, puisque la routine que j'avais était celle d'un shampoing, d'un après-shampoing, un masque, mais pas plus que ça, et à une échelle pas forcément pas très fréquente, je vais dire un shampoing une fois toutes les 2 semaines, voire une fois par mois. Tu veux dire qu'un shampoing, un après-shampoing et un masque ne suffisent pas à l'entretien des cheveux de type 4C ? Peut-être par rapport à la façon dont moi, je le faisais. Parce que lorsqu'on y était, j'avais déjà conscience que mon cheveu était très sec. Aujourd'hui, peut-être que c'est juste le monde du cheveu qui requiert que l'on y mette des sérums, des sprays pour vendre, ça peut être commercial. Pour autant, bon, moi avec mon petit shampoing, après shampoing et mon masque, ou parfois sans masque, j'avais tout de même le cheveu sec. Est-ce que c'était du fait de gel que j'utilisais quand je fais certaines coiffures ? Ça peut. Le résultat étant que lorsque j'ai consulté cette professionnelle, elle a fait la même constatation que je savais déjà, comme quoi le cheveu était déshydraté, donc il a fallu qu'on fasse un soin de kératine pour gainer le cheveu et lui apporter de la brillance et le remettre un tout petit peu d'équerre. Le booster. Oui. Mais c'est difficile de trouver la limite, je trouve, parfois entre ce que nos cheveux ont vraiment besoin et ce que les entreprises du cosmétique, enfin les industriels de la cosmétique du cheveu veulent nous vendre. Oui. Tu vois, comment on fixe la limite entre ok, j'ai vraiment besoin de ce masque, de ce sérum, ou est-ce qu'il n'y a pas aussi une stratégie marketing, voilà, qui vise à nous vendre des produits dont parfois on n'aurait pas besoin. Moi, je pense que c'est absolument le cas, parce qu'il y a bien des populations ou des communautés de personnes qui ne font pas forcément usage de produits cosmétiques pour utiliser leurs cheveux. Je veux dire, il y en a, si je reprends mon exemple et que je reviens quelques années plus tard, en grandissant, je n'avais pas forcément besoin de plus de produits que ça. Je faisais mon petit shampoing pour avoir un résultat qui se rapproche d'un lissage. Enfin, je faisais.
m'était fait par mon entourage. Le shampoing, l'après-shampoing, puis la coiffure protectrice que j'ai émise au départ. Donc ce sont des Alors, tresses au fil qui permettent de détendre le cheveu. d'accord. Donc à ce moment, le budget alloué aux produits cosmétiques était considérablement réduit. Il n'y avait pas forcément de sérum utilisé. Après, est-ce que c'était un bon usage ou un bon traitement de cheveux? On peut se poser la question. Mais pendant longtemps, je n'en ai pas eu besoin, jusqu'à maintenant. Et donc une coiffure protectrice, c'est une coiffure qui vise à détendre les cheveux? Celle dont je parle, oui. Elle est appelée au Gabon tresse au fil. Et Ok. cette coiffure, effectivement, permet de détendre puisqu'on prend le cheveu avec une sorte de fil, on le passe sur toute la mèche jusqu'à la pointe, donc de la racine à la pointe, et de ce fait, le cheveu est détendu. Ok. Ce qui fait que 2 semaines après, en l'enlevant, il est tout lisse. Ok. Donc il rend la prochaine coiffure plus facile à faire. Ah, c'est comme un lissage C'est comme un naturel. lissage, exactement. Mais ils prennent cheveu par cheveu ou quelques mèches? Ah non, quelques mèches, il y a un D'accord. un nombre considérable de mèches, on n'aurait pas fini si on Ok. prenait cheveu par Oui. cheveu. Et on fait de très belles choses avec ce type de coiffure. Je pourrais aujourd'hui repartir ou me replonger ou encore faire usage de cette coiffure, mais pareil, je pense qu'en ce qui me concerne, c'est vraiment le sujet du temps. Et ça prend combien de temps de faire une coiffure au fil? Alors quand on me le faisait, je pense qu'on mettait tout juste 1 heure, D'accord. voire 1h30, 1h, voire 1h30. Mais est-ce que c'est Mm. parce qu'on me le faisait que c'était aussi rapide? Et tout dépend, tu peux en avoir 4 sur ta tête, tu peux en avoir 6, tout dépend du nombre que tu veux. Mm. Comme ça m'était fait pour durer 2 semaines, il fallut donner un certain aspect et on pouvait mettre 1 heure à 1h30. Ok. Mais ça veut dire qu'il y a quand même une technique, il y a une connaissance. Ça veut dire qu'il faut que ce soit des personnes qui connaissent la technique qui fassent ça. N'importe qui ne peut pas décider comme ça de faire une coiffure au fil, j'imagine. Si, elle peut être faite par n'importe qui, c'est juste qu'elle peut vite prendre l'aspect de has-been, mais c'est encore quelque chose de relatif. Hmm. Quand je le faisais, je me sentais très bien dans ces tresses au fil, mais c'est parce que je ne connaissais que ça. Pour moi, ça s'inscrivait dans ce qui devait être. Ça m'était fait par mon entourage, donc c'était comme une sorte d'étape par laquelle il fallait passer, que j'ai appris à aimer. Après, est-ce que je l'ai associé à un moment de ma vie où j'étais plus jeune en me disant qu'aujourd'hui, en étant adulte, ce n'est plus forcément ce que je ferais? Peut-être. Et est-ce que c'était un moment agréable pour toi, ce moment où tu étais avec des femmes et qu'elles te coiffaient, ou c'était sans plus, c'était la routine? Dans la mesure où c'était ou ma maman ou ma tante ou une sœur qui le faisait, oui. Je me rappelle qu'avec ma maman, c'était le moment où on passait un petit peu de temps ensemble, elle a me coiffé. Aujourd'hui, ça reste un souvenir agréable. Donc oui, je dirais que c'est quelque chose qui peut procurer de bons souvenirs. Oui, parce que moi, en fait, comme j'ai jamais fait de tresses, enfin, j'ai jamais fait de coiffure vraiment longue, en famille du moins, parce que les plus grands moments que j'ai passés avec quelqu'un qui s'occupait de mes cheveux, c'était dans un salon de coiffure, où voilà, l'échange était assez impersonnel, même si certains coiffeurs sont très sympas. Mais je me demandais du coup, quand on se tresse en famille, est-ce que ça permet de renforcer parfois le lien? Est-ce que c'est des moments privilégiés où on est en contact avec l'autre? Moi je sais que voilà, c'est un exemple qui n'a rien à voir avec les cheveux, mais par exemple me faire les ongles avec des copines, quand ça a pu m'arriver, c'est des moments en fait hyper cool où on en profite pour se raconter un peu des anecdotes enfin on prend un moment pour nous. Dans la mesure où on peut se retrouver à 2, oui, ça peut avoir à forger quelque chose. Tout dépend de la personne avec qui tu te trouves. Et ce qui est sûr, c'est que quand tu te trouves avec une maman ou avec quelqu'un que tu affectionnes, vous en arrivez forcément à échanger sur tel ou tel sujet, duquel vous n'aurez peut-être pas pu discuter dans un autre contexte. Mais en y repensant, ça reste quand même un souvenir agréable. J'ai quelques bribes d'images là et c'était un bon moment en fin de compte. Ok, donc pour finir, j'aurais 2 questions. La première, c'est pas vraiment une... Enfin, si c'est une question, mais c'est plus... J'aimerais savoir ce que tu en penses. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la thématique des cheveux, je me suis intéressée aussi à la communication politique en matière de cheveux, dans la mesure où j'ai remarqué que les cheveux, on ne pouvait pas faire n'importe quoi avec, ça c'est clair et net. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend dès qu'on est enfant, de façon... Ça paraît évident, mais finalement, si on se pose la question, on pourrait se demander pourquoi. Pourquoi c'est si important de sortir coiffé dans la rue? Pourquoi on peut pas sortir juste
juste avec les cheveux en désordre, pourquoi il faut les mettre en ordre, mais aussi dans quel ordre on les met, tu vois. Par exemple, les petites filles, c'est socialement accepté de faire 2 couettes aux petites filles. Une femme de 40 ans qui se fait 2 couettes, ça fera un petit peu plus bizarre si ta banquière, elle arrive avec 2 couettes. Et en fait, pourquoi pas? Pourquoi elle pourrait pas se faire 2 couettes? Qu'est-ce qui change entre une petite fille de 4 ans et une femme de 40 ans? Et pourquoi la forme des couettes évoque l'enfance? Voilà, par exemple. Et j'ai remarqué que souvent en politique, les femmes dans la politique avaient les mêmes types de coiffures. C'est très rare de voir une femme avec une queue de cheval ou des nattes, par exemple, dans les milieux politiques. Et j'ai pensé notamment à Michelle Obama, que je sais que tu aimes beaucoup. Et en fait, j'avais lu une interview de Michelle Obama qui disait que, en fait, quand elle était à la Maison-Blanche, elle pouvait pas se faire de tresses parce que, en termes de communication, on lui avait recommandé de ne faire que des lissages et des brushings à l'américaine. Des brushings peut-être même pas à l'américaine mais style Jackie Kennedy, voilà, les beaux brushings de Michelle Obama. Et ce n'est que en quittant la Maison Blanche qu'elle a commencé à se montrer publiquement avec des tresses, des coiffures plus proches de sa nature de cheveux, en tout cas disons des coiffures qui ne tendent pas forcément à rentrer dans le moule de ce qui est attendu aux États-Unis. Voilà, j'aimerais savoir ce que tu en penses. Alors, si je veux orienter ma réponse vers l'exemple de Michelle Obama duquel tu as fait part, je dirais que ce sont des personnalités publiques. Mis à part le fait que ce soit une personnalité publique, derrière, il y a toute une représentation qu'il faudrait avoir aux yeux des personnes qui la regardent, du fait de son statut. Bon, effectivement, pour entrer dans les clous, pour être représentée comme la femme du président, je pense que c'est quelque chose qui lui est demandé du fait de son statut. Pour autant, écoute... Elle aurait pu faire le choix de garder ses tresses, mais c'est le statut, à mon avis, le statut qu'elle a et ce qu'elle représente, qui l'emmène à devoir garder cette coiffure. Je sais pas trop. Toi, ça te choque pas? Si, qu'on lui demande de ne pas faire de tresses, de coiffure afro, et je mets des guillemets, mais... Si, quelque part, je pourrais pas dire que ça me choque. Moi, je trouve que c'est juste embêtant, parce que si jamais elle aurait voulu être vue comme telle, si elle aurait voulu porter sa coiffure et si elle aurait voulu assumer son cheveu, c'est embêtant qu'elle ait à le changer. Pour autant, je me dis que c'est peut-être quelque chose qui a été demandé à toutes les personnes qui seraient passées par là. Est-ce que la texture du cheveu d'une Jackie Kennedy était vraiment la texture de cheveux qui était montrée au public? Est-ce que ça n'était pas aussi quelque chose qui était imposé par le statut qu'elle avait et par ce qu'elle devait représenter pour la femme américaine? Tu soulèves un point tout à fait intéressant. On ne connaît pas la vraie nature des cheveux de Jackie Kennedy. Donc partant de là, je me dis que c'est associé au statut qu'elles ont, qu'elle leur est demandé d'arborer ou encore de porter ce type de coiffure. Pour autant, je trouve ça dommage, parce que si on veut représenter quelque chose, il faut se rendre compte du milieu dans lequel on est. Oui, et ce que je me demande, c'est pourquoi, dans ce cas, la coiffure politiquement acceptée et acceptable et qu'il faut montrer, c'est un brushing en carré. C'est ça qui m'intrigue, c'est que je me demande à quel point il y a une conscientisation de tout ça, c'est-à-dire est-ce que c'est comme ça, mais ça sort de nulle part, ou est-ce que ça a été décidé à un instant T, ou est-ce que c'est parce que ça se fait comme ça et qu'on continue de le faire et qu'on se pose pas de questions? C'est peut-être un standard américain. Te dire qu'une coiffure d'une présidente américaine va requérir d'avoir un carré, on parle de carré, mais Melania Trump par exemple, elle a pas forcément de carré, ça reste tout de même un cheveu lisse ou parfois ondulé, mais on est bien loin de ce qui est un peu excentrique. Oui, elle a un brushing à l'américaine, c'est ça. Bien classique. Mais si on va dans un pays d'Afrique, on peut retrouver des femmes de présidents ou des premières dames qui ont des coiffures africaines. On va essayer de se rapprocher de quelque chose qui est très représentatif du pays dans lequel on est. Si on on s'en va vers une première dame d'un autre pays asiatique, on retrouvera aussi un type de coiffure qui est peut-être propre à ce pays. Donc à ce niveau, Michelle Obama étant américaine et le standard voulant que les cheveux soient lisses, du fait du statut qu'elle a, on revient encore là-dessus, il a fallu qu'elle suive le pas. Quand bien même, il aurait été très intéressant pour le fait qu'elle soit américaine et qu'elle représente à un moment donné un autre type de communauté, qu'elle le porte. Ça aurait pris du sens que ce soit ça, comme pour dire que l'Amérique aujourd'hui, c'est un peu tout ce monde qu'il y a. Et c'est en ça que je trouve embêtant que ça puisse lui être imposé.
Pour autant, ce sera un standard dit américain. Et c'est pour ça, la question, c'est pourquoi le standard ne se base que sur les cheveux lisses. Mais on pourrait élargir le standard à plein d'autres choses, mais c'est ça, c'est que le standard n'inclut pas aussi d'autres formes. Sur le point de vue de la présidente américaine, on reste toujours aux États-Unis ou on peut se déporter Oui, là je parlais vraiment, je prenais l'exemple des États-Unis, mais on peut se déporter. Par contre, effectivement, dans d'autres pays, il y a d'autres standards. C'est ça. Moi, je pense vraiment que c'est propre au pays en lui-même. Le standard des Américains, il impose que ce soit lisse parce que ce serait le standard de beauté américain. Là où, en Afrique, une première dame, comme je te le disais, porterait facilement des cheveux lisses, des tresses, ou autre type de coiffure. Dans certains pays d'Afrique, on peut même rencontrer des femmes politiques avec des cheveux courts. Courts, mais vraiment coupe garçonne. Donc c'est vraiment, à mon sens, en fonction du pays qu'on appliquera ou qu'on appréciera la coiffure de telle ou telle manière. Très intéressant. Et ma dernière question, c'est que je me souviens qu'un jour, tu m'avais dit cette phrase qui m'avait beaucoup marquée. Tu m'avais dit, mais en France, je comprends pas les filles qui se plaignent d'avoir les cheveux gras. Elles sont là, j'ai les cheveux gras, j'ai les cheveux gras. Mais pour nous, c'est bien le gras. Alors c'est très intéressant que tu me le dises parce qu'il y avait un élément que je ne différenciais pas. Alors, quand j'étais plus jeune, donc, comme je te le disais, après le shampoing et l'après-shampoing, il m'était fait ces tresses au fil que j'ai évoqués précédemment. Et avant de faire ces tresses au fil, on mettait une petite matière grasse pour avoir à peigner, pour que le brossage se fasse de façon plus souple. Puisque le cheveu crépus, mouillé certes, du fait de l'eau, on a une certaine souplesse, mais rajouter un peu de gras permet d'apporter de la brillance même. Oui, de fluidifier. Exactement. Et donc ça a toujours été dans ma conception des choses où j'ai toujours grandi dans l'idée que le cheveu qui était gras, donc qui brillait, était un cheveu sain. Mais c'était vraiment en rapport avec le cheveu crépus que j'ai souvent porté. Et donc ma coloc qui me disait souvent « Ah tiens, là mes cheveux sont gras ». Mais elle le disait d'un air... c'est pas bien, tu vois, d'un air pas content. Moi, j'étais très surprise en me disant, mais c'est bien qu'il soit gras, non? Mais c'est la différence de texture de cheveux qui explique que lorsque le cheveu est gras, cela peut signifier qu'il faille faire un shampoing à ce moment. Il n'est pas forcément malade, mais il faut pas forcément que le cheveu soit gras pour être beau. Et aujourd'hui, avec l'aide de la professionnelle que je vois ou à laquelle j'ai recours, j'ai appris on n'est pas obligé d'avoir le cheveu gras même en ayant des cheveux crépus. Le fait qu'il brille donc n'est pas forcément synonyme ou ne doit pas forcément être associé au caractère gras du cheveu. Donc ton cheveu peut briller sans être gras. C'était une misconception. Ouais, une mauvaise conception. Une mauvaise conception que j'ai il y a très peu de temps découvert. Donc mea culpa, le cheveu gras n'est pas forcément le cheveu propre. Je ne sais même pas, est-ce qu'on peut l'associer à un cheveu propre quand il est gras? En fait, beaucoup de gens associent gras à sale, mais je pense qu'il y a une différence et ça pourrait faire l'objet d'un autre épisode, peut-être avec une dermatologue ou une spécialiste des cheveux. Ça pourrait être un sujet en soi parce que on associe beaucoup le gras à sale. D'accord. Alors qu'il y a certains discours et certaines personnes qui expliquent qu'en fait le sébum qui donc crée la graisse est là pour protéger les cheveux et même il y a des tendances comme le no poo qui préconisent de ne plus se laver les cheveux avec du shampoing mais seulement avec de l'eau car le shampoing est détergent, donc le shampoing élimine la graisse naturelle et que c'est pas bon. En fait, il faudrait qu'on laisse notre sébum nourrir en permanence nos cheveux et en fait, ce qui crée la saleté, donc selon ce mouvement que je connais pas hyper bien, mais qui pourrait aussi faire l'objet d'un épisode, ce qui est sale, en revanche, c'est la poussière, c'est les petites saletés qui vont venir s'incruster dans la chevelure et qu'on peut éliminer avec de l'eau, avec un peigne, mais le gras en soi du sébum n'est pas forcément sale. Après, c'est tout un débat à mener et c'est des points de vue. C'est-à-dire que pour certaines personnes, le gras du sébum, c'est sale. Mais après, il faudrait redéfinir le sale et le propre. Mais si on se place d'un point de vue vraiment médical, on va dire, le sébum n'a rien de dangereux et n'est pas à éliminer à tout prix. Mais bon, dans notre vie quotidienne, et en France, et pour les personnes qui ont des cheveux lisses, le cheveu gras est un drame. C'est-à-dire que beaucoup de femmes vont te dire « Ah, moi, je sors pas dans la rue si j'ai les cheveux gras. » Moi, je comprenais très peu, parce que comme pour moi, le gras était une matière qui, du fait de la brillance qui en ressortait,
pour un cheveu crépus, et souple en plus, parce que qui dit gras dit souple. C'est une aubaine Bien que d'avoir le sûr, cheveu. quelle chance. Pourtant, ce n'est pas forcément le cas. Oui. Il y a des écarts énormes en fait de perception et de traitement des cheveux. Et du coup, j'aurais une dernière question parce que du coup, tu me parles de cette femme, enfin tu m'as parlé de cette femme à 2 reprises et je me demandais si tu as mis du temps à trouver cette personne et si cette personne aujourd'hui c'est une personne de confiance parce qu'il y a quand même, je trouve, la notion de confiance quand on confie ses cheveux à quelqu'un, ça peut parfois être difficile. J'ai été orientée auprès de cette jeune dame par le biais d'une amie à moi qui m'a parlé de ses soins, j'ai pu observer le résultat sur elle et qui m'a fait part du fait qu'elle savait ce qu'elle faisait et qu'elle aimait ce qu'elle faisait. Aujourd'hui, ça fait tout juste 2 fois que je lui confie mes cheveux. Elle sait de quoi elle parle, elle est passionnée par le sujet et je suis dans l'optique d'en apprendre un peu plus sur mon cheveu, voire sur le type de cheveux que j'ai avec elle. Pour le moment, c'est une nouvelle page qui s'ouvre dans l'histoire de mon cheveu en sa compagnie. Je pourrais peut-être l'inviter dans le podcast. Peut-être. Bon, cet épisode touche à sa fin. Et pour résumer, je dirais que beaucoup de choses ont été évoquées. Il y a eu la question du temps. Oui. La question pécuniaire. Exact. Il y a aussi eu l'acceptation. Oui. Et les ressources peut-être qu'il faut trouver, c'est-à-dire une personne qui sache faire les choses, les bons produits. Et que tout ça prend de la place, mais j'ai l'impression qu'au fil de ta vie, en fonction des périodes, ça a pris plus ou moins de place et que, en tout cas, tu essaies d'être en paix avec toi-même à tous les niveaux et au niveau des cheveux. De rattraper le tir par rapport à ce que j'ai pu faire précédemment, de me rééduquer une fois de plus sur mes cheveux. Si je ne les aime pas moi-même, qui serait mieux placé pour le faire? Merci beaucoup, Kira. Merci pour l'invitation. Alors, cet épisode est terminé. Dans le prochain épisode, notre invité, je ne sais pas qui ça sera, nous parlera de je ne sais pas, donc je ferai cet outro quand je saurai exactement qui est le prochain invité, et nous parlerons de je ne sais pas encore quel sujet. À bientôt!